Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro Sapat de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, zoom sur les violences sexuelles, un sujet qui touche de plus en plus de personnes chaque année. Elle cause de nombreux problèmes dans la vie de façon générale et encore trop peu de personnes osent parler. Pour en savoir plus, nous accueillons Eva Arnaud, coach vocal depuis 15 ans, pour répondre à nos questions. Bonjour Eva. Bonjour. On sait que vous avez été personnellement touchée par le sujet des violences sexuelles. Quel parcours vous a amené à vouloir accompagner les victimes ? Je sais pas si mon parcours il m'a amené à vouloir accompagner les victimes. Je suis pas sûre que ça soit fait dans ce sens-là. Je suis pas sûre qu'on veuille jamais accompagner les victimes. Enfin, peut-être il y a des gens qui ont décidé de le faire. Moi, je suis vraiment pas. Ça s'est fait. Ça s'est fait un peu malgré moi. Ça s'est un peu imposé sur mon chemin et j'en suis là aujourd'hui. Mais il n'y a pas de moment où j'ai décidé de me dire tiens, je vais faire ça. Donc évidemment, mon histoire personnelle. Puis le croisement de recherches que j'ai fait sur le sujet, en fait, moi je cherchais des choses autour de la voix, du lien entre des maladies gynécologiques et la voix, parce que c'est mon objet de recherche, la voix. Et les violences sexuelles se sont bien imposées, j'ai pas voulu y aller pendant 2-3 semaines, j'ai dit non. J'avais un mémoire à rendre, et puis ça s'imposait, le croisement. Au départ de l'histoire, effectivement, j'étais coach vocal, prof de chant. Et comme de par hasard, au moment où je fais cette recherche, j'ai des gens qui commencent à arriver, non plus pour prendre des cours de chant, mais pour travailler leur voix, parce qu'il y a un truc. Moi, je le formulerais plutôt dans ce sens-là. J'ai pas voulu, ça s'est fait. Et c'est juste, mais c'était pas vraiment un choix. Maintenant, je suis OK avec ça. Accompagner d'autres personnes, vous a-t-il aidé dans votre cheminement personnel ? Et si oui, en quoi ? Accompagner d'autres personnes, ça m'a pas aidé dans mon cheminement personnel. Il y a la posture éthique professionnelle qui fait qu'il y a une nécessité à ce que quand des gens viennent travailler des espaces traumatiques, quels qu'ils soient, la question des violences sexuelles elle est là, mais toute forme de violence et tout espace de psychotrauma finalement, quand les personnes viennent te voir, t'es pas là pour travailler ton trauma. Toi, tu travailles ton trauma à côté et tu as de l'aide, de l'accompagnement, etc. Et puis, les personnes viennent et tu peux les accompagner parce que t'es outillé, parce que t'as travaillé sur toi, parce que tout ça. Je peux pas dire que ça m'a aidée. Je pense que c'est plutôt parce que j'ai été aidée par ailleurs, j'ai pu me mettre dans l'accompagnement thérapeutique des personnes qui ont été victimes. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait. Et puis, je crois vraiment en tant que pro qu'il vaut mieux que ça se fasse dans ce sens-là. Sinon, il y a une histoire de mélange, quoi. Enfin, en fait, l'autre vient être accompagné, puis toi, tu t'accompagnes. Certains pros font ça. C'est sacrément problématique. Les personnes touchées ont souvent du mal à s'exprimer. Comment les amenez-vous à pouvoir se libérer par la voix et par le chant ? Est-ce que les personnes ont du mal à s'exprimer ou est-ce qu'elles ont du mal à être entendues ? Et question avec plein de sous-entendus. Moi, je pense que les personnes, elles n'ont pas du mal à s'exprimer. Et je suis pas la seule personne à le dire, à le décrire, à avoir réfléchi à la question. Enfin, je veux dire, je n'ai pas inventé ce truc-là, mais ce qu'on a du mal quand on est victime, c'est d'être entendu. Et c'est d'avoir un espace où on peut le dire, être en sécurité après l'avoir dit, qui est une action, mais une action menée au sens de notre besoin et pas de la violence que ça crée chez l'autre, d'avoir déposé notre parole, etc. Et en fait, très vite, très tôt, très petit et très petite, on apprend que quand on parle de choses qui nous arrivent et qui nous font pas du bien, encore une fois, c'est pas que la question des violences sexuelles, ça va venir bouleverser maman et provoquer un choc émotionnel pour elle, donc on la protège, on parle pas. Le milieu scolaire va pas réceptionner notre parole, on n'a pas été entendu sur d'autres choses, donc pourquoi on serait plus entendu sur ce sujet-là ? Qui d'autant plus a l'air complètement épidermique pour le reste de la société. Et donc tout l'enjeu à moi, dans mon métier, dans ma pratique de ce métier-là, c'est de créer un espace où les personnes savent qu'elles vont pouvoir être entendues. C'est de créer un endroit où il n'y a pas d'enjeu émotionnel pour la personne qui écoute, en l'occurrence dans cet espace-là, moi, et qu'elles vont pouvoir parler de leur histoire en étant avec leurs émotions, que je les accompagne dans leurs émotions sans être mue par les miennes, où il n'y aura pas non plus de regard moral. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on a le droit de dire, ça on n'a pas le droit de dire, parce qu'il y a quand même tout un tas d'attendus de ce que c'est une bonne victime dans notre société, de ce qui serait une pas bonne victime. Et donc, quand bien même elles commencent à parler, les personnes, très souvent, elles comprennent qu'elles peuvent dire une partie des choses, mais pas tout ce qui les traverse.
Moi, ma posture, c'est de créer un espace qui soit, on dit safe, sécurisant, confortable pour qu'elle puisse parler. Et c'est le début, effectivement. En quoi chanter vous a aidé à vous libérer personnellement ? Je viens de finir un livre qui s'appelle Triste Tigre, qui a été écrit par Neige Sino et qui témoigne de son vécu d'inceste. Donc elle est autrice et elle écrit dans le livre, et c'est d'ailleurs en 4e de couverture, « La littérature ne m'a pas sauvée ». Et moi, je dirais, le chant ne m'a pas sauvée. Je sais même pas s'il m'a libérée. Juste, chanter, c'est ce que j'ai toujours su faire, ce que j'ai su faire de mieux, puisque je sais toujours faire de mieux, finalement. Je chante parce que je peux. Donc je crois pas que ça m'ait libérée, je crois juste qu'il y a quelque chose, encore une fois, du non-choix. Je le fais parce que j'en ai besoin, puis que c'est comme... il y a des gens, ils vont faire du vélo parce qu'ils en ont besoin, puis il y a des gens, ils vont, je sais pas, acheter des choses au magasin parce qu'ils en ont besoin. Enfin, tu vois, moi je chante parce que je fais ça bien. Je suis pas sûre de l'endroit thérapeutique que ça a pu être pour moi. C'est une nécessité. La question se pose pas de savoir si ça me libère ou si ça me sauve. De plus en plus de mineurs sont touchés par ces problèmes. Comment adaptez-vous votre accompagnement, suivant l'âge ou le type de violence subie ? Est-ce que de plus en plus de mineurs sont touchés ou est-ce qu'on commence de plus en plus à observer le sujet et à compter un peu mieux ? Et encore que je crois qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que c'est pas plus de mineurs sont touchés parce qu'on sait maintenant que c'est systémique, que ça date pas d'hier. Juste, on commence à mettre en lumière que ça existe et l'impact que ça a et le nombre de personnes concernées. Ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. Et la deuxième partie, comment j'adapte mon accompagnement ? Moi, dans le cadre qui est le mien, la majeure partie du temps, j'ai un public très défini avec une tranche d'âge qui est quand même très claire parce que je suis dans un espace privé, il n'y a pas de subvention, donc ce sont des gens, principalement des femmes, issus de classes quand même économiques plutôt aisées, parce qu'il faut pouvoir se les payer, les séances avec moi, clairement. Et puis des personnes qui ont déjà engagé un grand cheminement, donc on va dire entre 30 et 50, 55 ans. Mon espace d'observation, il est très restreint. Anecdotiquement, je dirais, je vais dans d'autres espaces, mais voilà. Et comment j'adapte quand les personnes qui viennent déposer leurs paroles et demandent un accompagnement, souvent, elles ont été touchées en tant qu'enfants. Et donc, étrangement ou pas, le moment où on commence à se parler de tout ça, c'est à l'enfant qui a en elle que je parle, puis qu'on se parle, puis c'est cet enfant-là qui s'exprime. C'est pas vraiment l'adulte. Et je crois que peu importe qu'on ait 5, 15, 25, 35 ou 55, 65 ans, le besoin d'être entendu, il est toujours le même. Quand ça a été loupé à un moment donné, d'avoir pu être entendu, c'est toujours l'enfant de 5, 10, 15 ans qui a besoin d'être entendu, même quand on a 65. Donc, je sais pas exactement comment je m'adapte. J'ai pas de protocole. J'écoute et puis j'essaye de me dire qu'est-ce que la personne a besoin là, maintenant. Et en fait, c'est les personnes qui créent l'espace dont elles ont besoin. Moi, je fais pas grand-chose en fait. On sait qu'il faut différencier une agression d'un viol. Voyez-vous une différence lors des deux situations pendant vos accompagnements ? La différenciation, elle se fait sur le plan juridique, sur le plan légal. Voilà. La société, elle a eu besoin de donner un ordre moral, une valeur aux choses, ce qui donne un espace complètement hiérarchique dans la violence reçue et donc dans le psychotrauma. Sur le plan psychique, ça n'existe pas du tout, ça. Sur le plan de la psyché de l'individu, il n'y a pas d'ordre de valeur. Je veux dire, parfois, on peut avoir un souvenir extrêmement traumatisant de quelque chose qui, du regard de l'adulte qui nous accompagne, paraît complètement anodin. Le chien croisé dans la rue et qui, au moment d'arriver à notre niveau, a avalé notre glace. Bon, pour le parent, il n'y a pas de quoi faire un drame, parce qu'on va racheter une glace. Pour l'enfant, potentiellement, c'est un énorme traumatisme. Nous, en tant qu'adultes, personnes qui avons reçu un ordre moral des choses, et qui avons dit ça c'est plus fort que ça ou ça c'est moins fort que ça, on porte ce regard-là, mais véritablement, quand on commence à observer comment ça fonctionne psychiquement le trauma, cet ordre moral des choses, de valeur hiérarchique n'existe pas. Est-ce que être violé, c'est pire que être attouché ? Je ne crois pas qu'on devrait définir ça, mais il a fallu pour mettre des peines en place, etc. Moi, ça, par exemple,
dans mon espace professionnel, ça ne peut pas être une considération. J'ai absolument pas à mettre d'ordre, de valeur sur une personne qui viendrait partager son vécu. Un tel n'est pas plus en souffrance ou n'a pas plus légitimité à l'être et à avoir tout un tas de symptômes psychologiques ou physiques associés que un tel. Pas du tout possible ça. Je suis pas à l'endroit de la loi. Beaucoup des viols ont été commis par une personne connue de la victime. Avez-vous des conseils pour les aider à faire de nouveau confiance ? Non. Mais non, j'ai jamais de conseils de toute façon, mais je crois que pouvoir replacer de la confiance dans les gens, les choses, les espaces, c'est pouvoir avoir l'opportunité d'expérimenter des espaces qui soient, encore une fois, sécurisants, secure, safe. Si la personne qui a subi n'a pas le luxe d'avoir ces espaces-là, d'avoir accès à ces espaces-là, tu peux lui mettre toutes les injonctions que tu veux à retrouver confiance dans l'autre. Il me semble qu'à cet endroit-là, il s'agit d'une responsabilité collective, en fait, de comment on recrée des espaces d'expérience positive. Et pour une expérience négative, combien d'expériences positives il faut pour revalider un espace de confiance ? Parfois beaucoup. Donc, certaines personnes disent que le temps fait les choses. Le temps, mais l'expérience positive aussi, oui, c'est vrai. Donc non, j'ai pas de conseils. Vous êtes également engagé dans des associations d'aide aux victimes. Pour vous, y a-t-il assez de structures pour accompagner et aider les autres qui ont subi des violences sexuelles ? Non, il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez de moyens. Et puis d'ailleurs, on parle des victimes et uniquement des victimes, mais je pense qu'il serait temps qu'on mette en place des moyens pour les personnes concernées, qu'elles soient autrices ou victimes. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à se rendre compte à quel point les violences sexuelles sont structurelles. Donc, on ne met pas de moyens en place. Et puis, si on mettait des moyens en place, ça voudrait dire qu'on reconnaît que notre société a un problème avec ça. Voire même que cet endroit de violence, comme plein d'autres endroits de violence, sont structurants de cette société. Donc ça voudrait dire que la société reconnaîtrait qu'elle a un problème et qu'il faut faire quelque chose. Seulement, ça c'est un peu mon espace de positionnement politique, mais il me semble qu'il y a un intérêt à ce que soit... C'est intéressant pour une société qui est dans un rapport de domination perpétuelle de certains individus ou de certaines individus sur d'autres, que de maintenir des personnes en posture de victime. Sinon, ça marche plus, en fait, ce truc-là. Donc non, il n'y a pas assez de structure, il n'y a pas assez de moyens, on est dépassé, on est épuisé. Plus ça va, pire c'est. Je veux dire, quand on voit l'état des prises en charge en psychiatrie, en psychologie aujourd'hui, c'est un massacre. Il n'y a pas que dans ce domaine de santé-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de possibilité pour les personnes d'être prises en charge au niveau de leur santé ? Et quand on a été victime, en règle générale, notre santé va pas très bien derrière. Toutes les instances, toutes les associations, toutes les institutions qui militent sur le terrain depuis des années le disent, mais ça bouge pas. On fait des grandes annonces politiques sur le terrain, rien ne bouge, c'est même de pire en pire. C'est pas une note très positive et en même temps, je n'ai pas envie de dire autre chose. Et on parle pas beaucoup et on parle pas assez du burn-out militant, mais moi je peux en témoigner en tant que moi et de le voir aussi vis-à-vis d'autres personnes mobilisées sur des structures. On travaille pendant des heures, bénévolement, je veux dire, il n'y a aucune rétribution économique. On le fait pas pour la gloire, ça nous apporte pas franchement de gloire, voire parfois on en paye un peu le prix et rien ne bouge, quoi. Donc, si jamais quelqu'un nous entend et veut donner plein d'argent pour qu'on puisse en mettre en place des choses, mais allez-y. Justement, avez-vous des idées de moyens supplémentaires à mettre en place ? Mais il faut des thunes. Je veux dire, non, mais il y a un moment, pour faire des choses, il faut de l'argent dans cette société. Donc, des idées de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut mettre en place. Il n'y a même pas besoin d'en avoir des nouvelles. Il y en a déjà plein. Des envies d'initiative, il y en a déjà plein. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. On fait des choses, parce qu'en fait, les espaces militants continuent et les espaces d'engagement auprès des personnes victimes continuent de faire des choses. Mais on fait ça avec 3 bouts de ficelle. Quelles conditions ça donne aux personnes ? Quand t'es épuisé, t'accompagnes mal. S'il n'y a pas de moyens, t'accompagnes mal. Donc les idées sont là. Il suffit de regarder toutes les initiatives qui sont faites à longueur d'année, rien que sur un territoire comme celui de l'Ain par exemple. Des gens qui proposent des choses, il y en a plein. Maintenant, donnez-leur de l'argent pour qu'elles puissent aller au bout de ce qu'elles entament. Merci Eva d'avoir répondu à nos questions sur les violences sexuelles. Si une personne parmi nos auditeurs a besoin d'une oreille attentive pour parler ou de conseils à ce sujet, vous pouvez retrouver Eva Arnaud, coach vocal sur son site web.
https://evaarnaud.com. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent réécouter cette interview, rendez-vous sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Radio Aléo et les élèves de terminale Bac Pro SAPAT de la MFR de Pont-de-Vel s'engagent pour lutter contre les discriminations.